Alors, je vais prendre le relais. D'abord, merci au laboratoire Pierre Fabre de me permettre de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. C'est mon cœur de métier. Je suis donc sage-femme. Je m'occupe pas tout à fait du même orifice que vous, mais vous allez voir, il y a un lien. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler à la fois de l'influence de la grossesse sur la santé bucco-dentaire et de l'influence de la santé bucco-dentaire sur la grossesse. Euh, Tout d'abord, vous le savez, au moment de la grossesse, il y a une modification d'hormones. Il existe 3 hormones, ça c'est juste de rappel, hein, des hormones polypeptidiques qui sont des hormones qui sont formées à partir de chaînes d'acides aminés, comme par exemple l'insuline, des hormones qui sont issues d'un seul acide aminé, par exemple les hormones thyroïdiennes, et puis les hormones stéroïdiennes, c'est celles qui vont nous intéresser ici. Les principales hormones stéroïdiennes qui vont nous intéresser, elles sont synthétisées dans les surrénales, il s'agit du cortisol et de l'aldostérone, et dans les ovaires, il s'agit des oestrogènes et de la progestérone. Il se trouve que pendant la grossesse, à partir du 2e trimestre, eh bien, le placenta va devenir une source importante de production de progestérone et d'œstrogène, au point qu'au 3e trimestre de la grossesse, les taux d'hormones stéroïdiennes ils peuvent atteindre jusqu'à 10 à 30 fois ce que l'on observe en dehors de la grossesse. Et toutes ces hormones, elles vont avoir bien évidemment des effets, comme on disait tout à l'heure, systémiques sur tout le système du corps humain. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que je pense que ce n'est pas ça qui sera le plus intéressant dans ma présentation. Mais en tous les cas, entendez que ces hormones, que ce soit le cortisol, l'aldostérone, vont avoir des actions sur le système immunitaire, sur l'inflammation, sur le débit et le volume sanguin, augmentant donc, bien évidemment, quand il y a une augmentation du flux sanguin, il y a aussi une augmentation du flux sanguin au niveau des tissus gingivaux, les rendant plus sensibles, plus gonflés, plus susceptibles de saigner. Et effectivement, Cécile l'a dit tout à l'heure, la femme enceinte qui saigne des gencives, les gingivorragies, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Par ailleurs, en plus des modifications corporelles de la femme enceinte, qui va donc être plus susceptible de développer des maladies parodontales, il y a une augmentation. L'augmentation hormonale va aussi favoriser la croissance de certaines bactéries, telles que le Prevotella, qui est incriminé dans des pathologies parodontales. Et puisque son développement, sa multiplication nécessite œstrogène et progestérone. Donc c'est un milieu très... la femme enceinte est un milieu très favorable pour le développement de ces bactéries. Il y en a donc, ce sont donc des bactéries qui vont se développer plus volontiers. Et par ailleurs, on sait que la femme enceinte va être plus susceptible de souffrir tout au long de sa grossesse de nausées, de reflux gastro-œsophagien, de vomissements. Tout ça va acidifier le pH buccal et toutes ces perturbations peuvent entraîner une fragilisation de l'émail, voire une apparition de l'érosion dentaire. Et en outre, tous ces troubles digestifs peuvent aussi conduire à une modification des habitudes alimentaires des patientes qui sont plus à même de fractionner leur repas et donc pas forcément de se brosser les dents à chaque fin de repas, mais également de consommer un peu plus de sucre. C'est les fameuses fraises des femmes enceintes. Alors, il se trouve que il y a une étude, ici l'étude de Rakhshanok, qui a été publiée en 2010, qui a été réalisée auprès de 197 patientes, la moitié enceinte, l'autre non enceinte, a montré que plus de 74% des femmes enceintes avaient des caries et 86% d'entre elles avaient une gingivite. Et il y avait en fait une vraie différence significative. Entre les femmes qui étaient enceintes et les femmes qui étaient non enceintes, puisque les femmes enceintes étaient 2,9 fois plus susceptibles de souffrir de caries et les femmes et 2,2 fois plus susceptibles de souffrir de gingivite. Alors, si la grossesse en elle-même induit une augmentation du risque de pathologie gingivale, parodontale, dentaire, eh bien, ces dernières, elles peuvent aussi, à l'inverse, avoir un impact sur le déroulement de la grossesse et de son issue, et c'est ça sur lequel je voudrais le plus insister. Il y a plusieurs études qui vont mettre un lien en évidence, un lien significatif bidirectionnel entre donc santé bucco-dentaire et issue défavorable de la grossesse. Quand je parle d'issue défavorable de la grossesse, de quoi est-ce que je parle? D'accouchement prématuré, de fausses couches spontanées précoces et tardives, de faible poids de naissance, de prééclampsie, de rupture prématurée des membranes ou de mort fœtale in utero. Tous les acronymes, j'essaierai de vous les dire à chaque fois en entier. Alors quand on parle de fausses couches spontanées ou de mort fœtale in utero, vous entendez bien qu'il s'agit là d'une perte de grossesse. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça et il faut comprendre qu'en fait, pour comprendre ce que c'est que
la fausse couche, la grossesse est un continuum. Alors, la plupart des gens parlent en mois, on sait que la grossesse c'est 9 mois. Les sages-femmes, les gynécologues, les obstétriciens, nous on parle en semaine d'aménorrhée, qui veut donc dire semaine sans règles. Et, et en fait, la femme, elle peut accoucher à n'importe quel terme de la grossesse, puisque c'est un continuum. Simplement, quand elle accouche les 3 premiers mois de la grossesse, ça s'appelle une fausse couche précoce. Quand elle accouche jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, et je vous ai mis 22 en bleu parce que 22, c'est la limite définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la limite de viabilité des nouveau-nés et des fœtus. Quand on accouche avant 22 semaines d'aménorrhée, ça veut dire une fausse couche spontanée tardive. C'est violent pour les patientes qui le subissent parce que lorsque l'enfant naît avant 22 semaines d'aménorrhée, 21 semaines d'aménorrhée et qu'il naît vivant, elles l'ont dans les bras, on les accompagne sur des accompagnements de fin de vie et des soins palliatifs en salle de naissance. Ce sont pour autant des enfants qui seront déclarés sans vie parce que dans la loi française, on ne peut pas naître vivant si on est non viable. Alors la différence est subtile, mais je vous assure que pour la patiente qui le vit, elle prend tout son sens. Entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée, il y a une zone grise, parce que si la limite de viabilité, c'est 22 semaines d'aménorrhée en France, on choisit de ne pas réanimer avant 24 semaines d'aménorrhée, et je vous exposerai tout à l'heure les raisons. Entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, on parle d'extrême prématurité, entre 28 et 32 de grande prématurité, entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée de moyenne prématurité, puis l'enfant est à terme sur le dernier mois de grossesse, et au-delà de 41 semaines d'aménorrhée, on parle de dépassement de terme ou de grossesse prolongée. Il faut comprendre, pour s'intéresser à la prématurité, qu'en fait, tout au long de la grossesse, le fœtus va se développer avec des stades cruciaux et différents. Les 3 premiers mois de la grossesse, c'est les mois d'embryogénèse et d'organogénèse. Ça veut dire qu'il y a un risque maximum de tératogénicité pour ces fœtus-là. Sur le 2e et 3e trimestre, et vous allez voir, encore une fois, c'est un continuum. Il y a une maturation digestive qui se fait, une maturation pulmonaire et une maturation neurologique qui va bien au-delà de la naissance, puisqu'on le sait maintenant, les études le montrent, le cerveau, on considère qu'il est mature à l'âge de 25 ans. Oui, mais c'est vrai, c'est pour ça aussi que les substances psychoactives et tout ça, c'est pas une bonne idée. Les joints, quand on a 15 ans, c'est aussi pour ça, et ça permet aussi de diagnostiquer certaines pathologies, ça révèle certaines pathologies. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez qu'un enfant qui va naître à 28 semaines d'aménorrhée, sur ce diapo, il va avoir lutté dans sa prématurité sur, à la fois, ça va être compliqué d'un point de vue digestif, une difficulté pour respirer, et puis un système neurologique qui, bien évidemment, sera encore moins mature qu'un nouveau-né à terme. Et quand je parle de maturation digestive, je parle de quoi? Et c'est quoi les séquelles d'un nouveau-né prématuré? Eh bien, la grande pathologie digestive est gravissime des prématurés, c'est l'entérocolite ulcéronécrosante, qui nous amène à faire des résections de grêle et des stomies chez des nouveau-nés qui sont hospitalisés, qui sont souvent opérés à de multiples reprises avec des anastomoses termino-terminales qui sont beaucoup plus tardives. Quand je vous parle de maturation pulmonaire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'un prématuré, outre le fait d'être prématuré et d'avoir toutes ces séquelles-là, il va lutter pour sa vie, c'est lutter pour respirer. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mise, c'est difficile pour ces bébés de respirer. Et vous pouvez le comprendre, toute l'angoisse que ça doit générer pour eux d'aller chercher leur air. Il n'y a rien qu'à voir que certaines personnes qui sont... On le sait, quand on manque d'air, on ne se sent pas bien, on a besoin de respirer. C'est ça que vivent les enfants prématurés. La prématurité, c'est pas anodin, c'est 7% des naissances en France, 50 000 naissances par an. Ça veut dire qu'à l'issue de ce topo, il y aura 6 prématurés nouveaux qui seront nés en France. Quand on regarde les statistiques de ces prématurés, bien évidemment, l'immense majorité seront de la prématurité moyenne, mais doit-on la banaliser pour autant? Vous allez voir que la suite de mon topo, la réponse sera non. 15% de grande prématurité et 5% d'extrême prématurité. Cette prématurité, c'est quoi? Pour 60% d'entre elles, ce sont des prématurités induites, c'est-à-dire des patientes qui vont entrer spontanément au travail alors qu'elles ne sont pas à terme. On a plein de médicaments, j'imagine comme vous en dentaire, mais il y a plein de choses qu'on sait faire, il y a aussi plein de choses qu'on ne sait pas faire. On est hyper mauvais sur le contrôle de la naissance. Parce que sinon, si on savait arrêter, on a des médicaments qu'on appelle tocolytiques pour arrêter les contractions. S'ils étaient hyper efficaces, il y aurait 0% de prématurité induite, spontanée, ce n'est pas le cas. Et si on savait déclencher toutes les patientes, au contraire, on n'aurait pas de césarienne pour échec de déclenchement. Et ça n'est pas le cas.
cas non plus. Alors on a des médicaments, mais on est très limité malgré tout dans ce que l'on sait faire. 60% de prématurité spontanée, ça veut dire aussi 40% de prématurité induite. La prématurité induite, c'est quoi? C'est quand on a des pathologies obstétricales qui nous font penser que pour la santé de la mère ou pour la santé du bébé, ce serait mieux si l'enfant était à l'extérieur du corps de sa mère et qu'il se débrouillerait mieux ou que la mère se débrouillerait mieux sans avoir son nouveau-né, son fœtus in utero. Cette prématurité induite, on l'induit en cas de pathologie. Et là encore, vous allez voir, ces pathologies sont des pathologies qui peuvent être induites par des pathologies parodontales. Donc, je parle de prééclampsie, je vais vous le détailler juste après, rupture prématurée des membranes ou faible poids de naissance, c'est-à-dire un bébé qui ne grossirait pas assez in utero. Et tout ça font qu'on va induire de la prématurité, ça va nous réamener à nouveau sur de la prématurité, mais de la prématurité avec des bébés qui, en plus d'être prématurés, devront composer avec un faible poids de naissance, avec toutes les complications possibles de la prééclampsie ou de la rupture prématurée des membranes, où le fœtus n'est plus dans une poche stérile et donc beaucoup plus à même d'être infecté. Et je vous assure, pour un prématuré, lutter pour respirer, c'est une chose. Lutter pour respirer et combattre des microbes quand on n'a pas de système immunitaire mature, c'en est une autre. La prééclampsie, c'est quoi? C'est en fait une maladie liée à la grossesse, dont le traitement, c'est l'arrêt de la grossesse, où la femme va se comporter comme si elle faisait un rejet de greffe de son fœtus, puisque le fœtus n'est pas elle-même, il est à l'intérieur de son corps. Alors toutes ces hormones nous permettent de diminuer notre système inflammatoire, mais ça va avoir des conséquences sur les maladies parodontales. Et on a un placenta dysfonctionnel avec une insuffisance placentaire. Le diagnostic, c'est la patiente, elle a des protéinuries, elle a une hypertension artérielle. Bien évidemment, d'autres organes peuvent être touchés, les reins, le foie, etc. C'est pas quelque chose de rare puisque c'est 5% des grossesses. Pour autant, la plupart des femmes, elles vont accoucher en bonne santé avec un bébé qui va être en bonne santé. Mais le pronostic vital de la mère et du fœtus va être mis en jeu dans 10% des cas. C'est quand même 0,5% des grossesses. Et moi, je trouve que vraiment, ça n'est pas rien. Les principales complications maternelles, ça va être donc l'éclampsie, qui sont des crises convulsives potentiellement fatales et probablement provoquées par des manifestations hypertensives artérielles intracrâniennes en tous les cas. Le HELP syndrome qui associe une cytolyse hépatique, une diminution des plaquettes, une hémolyse. Et puis l'insuffisance rénale et l'HRP qui veut dire hématome rétroplacentaire, où il y a un hématome qui se forme entre l'utérus et le placenta, ça décolle le placenta, et c'est un fœtus qui va décéder si on ne fait pas de césarienne en urgence très rapidement, et la femme qui va saigner extrêmement massivement aussi derrière. Pour le fœtus, les complications, c'est le petit poids d'âge gestationnel, donc ces bébés, parce qu'il y a une insuffisance placentaire, qui sont mal perfusés, qui grossissent pas, et quand on arrête de grossir et qu'on mange plus, et ben, au bout d'un moment, on meurt in utero, c'est la mort fétale in utero. Le traitement symptomatologique, ça va être de traiter l'hypertension de la patiente, d'essayer de relancer la diurèse, etc. Mais le traitement, bien évidemment, vous l'avez compris, il est donc étiologique, où on arrête la grossesse. Arrêter la grossesse, c'est faire naître des bébés prématurés. Et c'est donc la prééclampsie responsable d'un tiers des prématurés. Je voudrais revenir sur la prématurité pour vous dire que c'est un long parcours du combattant avec des issues qui sont incertaines et des séquelles probables en cas de survie, avec un risque de mortalité néonatale, des troubles du développement neurologique à long terme, avec des complications neurologiques qui sont possibles, que l'on voit comme l'hémorragie intraventriculaire qui est extrêmement fréquente chez les prématurés, les leucomalacies qui sont des nécroses de la substance blanche, hein, donc des trous dans le cerveau, des rétinopathies, de l'entérocolite ulcéronécrosante, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un lourd parcours. Pour voir ce que deviennent ces nouveau-nés, il y a une étude formidable qui a été menée, l'étude Épipage, qui a été menée en France, qui est une cohorte prospective nationale, donc extrêmement représentative de la population, puisqu'elle a été menée dans tous les services de maternité et de néonat en France en 2011. Et elle a suivi les bébés nés prématurément. L'objectif était d'étudier la survie et la survie sans morbidité néonatale sévère. Et qu'est-ce qu'elle nous a montré, cette étude? Vous reprenez la frise de la grossesse de tout à l'heure. Eh bien que si la prématurité, ça n'est que 7% des naissances, c'est pour autant la prématurité 70% de la mortalité néonatale. Et le taux de morbidité sévère à la sortie, il est celui-là. Et c'est pour ça qu'en France, on ne réanime pas entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée. C'est 1% de survie avec 100% de morbidité sévère.
Sur de l'extrême prématurité, on est entre 30 et 75% de survie, 88-53% de morbidité. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est extrêmement différent de naître à 24 ou de naître à 27. Et à ce terme-là, chaque jour in utero est un jour de gagné et on se bat sur des heures et on se bat sur des jours avec les patientes. Plus on va avancer, plus le taux de survie sera bon et moins, bien évidemment, il y aura de morbidité sévère. La morbidité moins sévère, elle a été aussi évaluée sur les séquelles à 5 ans. Donc c'est vraiment une cohorte qui a permis de suivre ces enfants et qui a montré qu'en fait, ce sont des enfants qui aussi ont besoin de soutien scolaire quand ils arrivent à aller à l'école, qui ont des troubles neurodéveloppementaux graves à modérés ou légers dans des proportions du coup un petit peu plus importantes. Maintenant que ces pathologies obstétricales, vous les avez un petit peu plus cernées, j'aimerais vous montrer le lien qu'il existe entre pathologie parodontale et pathologie obstétricale. Pogpa, il a réalisé une revue de la littérature qui a regroupé 232 études pour près de 120 000 participantes. Donc c'est vraiment une étude à très grande échelle, mais qui est une revue de la littérature. Les premières études, alors vous voyez, 1996, la première, elle est un peu vieille, mais les 3 dernières, 2020, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et qu'est-ce qu'il nous a montré ? Eh bien, même si toutes ces méthodes n'ont pas la même méthode, même si la majorité des études, elles ont mis en évidence, malgré tout, une association statistiquement significative entre PD, parodontal disease, et PTB, c'est préterm birth, donc la prématurité, dans 64%, low birth weight, le petit poids d'âge gestationnel, dans 72%, PLBW, c'est l'association et de la prématurité et du petit poids de naissance, dans 59%, dans 69%, un lien entre pathologie parodontale et prééclampsie, et dans 50% entre pathologie parodontale et autres pathologies dans lesquelles ils avaient inclus la rupture prématurée des membranes, les fausses couches spontanées précoces et tardives, et les morts fétales in utero. Alors, je voudrais terminer ce topo en vous disant qu'il y a un lien bidirectionnel qui est connu, qui est maintenant démontré, qui doit nous amener à considérer la grossesse comme une opportunité de soins bucco-dentaires pour la femme enceinte, ce que, me semble-t-il, on ne fait pas forcément assez aujourd'hui. La grossesse, elle a été en plus identifiée comme une période qui est susceptible, les femmes sont plus susceptibles d'adopter des changements de comportement positifs. Elles vont essayer d'arrêter de fumer, elles vont adopter un régime équilibré. Donc ça me semble en fait une opportunité importante, ce moment-là de leur vie, et unique pour qu'elles adoptent les bons comportements. Et puis en plus, on le sait, une meilleure hygiène bucco-dentaire maternelle, elle est aussi associée à une diminution du taux de carie de la petite enfance chez l'enfant. Donc c'est vraiment un moment pour moi, une opportunité à saisir. La question sur la dernière visite chez le dentiste, bien évidemment, il me semble qu'elle devrait faire partie de la procédure de dépistage standard de l'équipe périnatale. La HAS, d'ailleurs, elle recommande aux professionnels de la périnatalité d'aborder cette problématique de la santé bucco-dentaire de la femme et de l'enfant à naître. Au cours du bilan prénatal de prévention, on le fait peu. Et je dois dire que même quand on les interroge, on fait des diathèses hémorragiques en fin de grossesse. C'est souvent les anesthésistes qui font ça. Et quand elles nous disent « oui, on a les dents qui saignent », on se dit quoi, nous, dans nos têtes? On se dit « ah, est-ce qu'il y a une perturbation du bilan d'hémostase? Est-ce qu'elle pourra avoir la péridurale? Est-ce qu'elle risque de saigner après l'accouchement ?» Et on n'imagine pas forcément tout ça derrière. Et il me semble que les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes aussi doivent se munir de cette question-là. Et enfin, pour terminer, je vous dirais juste que les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un examen de prévention bucco-dentaire chez le chirurgien dentiste à compter du 1er jour du 4e mois de grossesse jusqu'au dernier jour du 6e mois après l'accouchement, qui comprend une anamnèse, un examen bucco-dentaire et qui va permettre la planification de soins nécessaires ainsi que des conseils de prévention et d'éducation sanitaire pour la patiente et pour l'enfant à naître. Cet examen, il est entièrement pris en charge par la sécurité sociale, il est sans avance de frais et les patientes, elles sont informées de ce dispositif par réception d'une invitation par l'assurance maladie avec des soins qui sont réalisés à la suite de cet examen et qui sont pris en charge normalement 100% par l'assurance maladie jusqu'au 6e mois de grossesse, jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Et voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention.